nous rejoignent pour la première fois. Il y a un petit machin qui nous dit qu'effectivement, voilà. Donc, bonjour à ceux qui nous rejoignent pour la première fois, bonjour aux autres également. Et donc, nous allons présenter, ou Bruno va nous présenter les spectacles que nous avons choisis pour la saison prochaine et qui se donneront à l'Opéra national de Paris. Voilà, et comme il y a beaucoup de choses à dire, je vais laisser tout de suite la parole à Bruno, qui va nous présenter cette merveilleuse saison dans laquelle on a eu quelques difficultés à choisir parce qu'il y avait trop de choses. Bon, voilà, c'est toujours pareil, la difficulté du choix, mais Bruno, comme d'habitude, nous a bien orientés. Voilà. Comment votre grand-père il a été hospitalisé il y a quelques semaines, mieux? Oui, juste couper on peut couper les micros. Voilà. Voilà. Ben, merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir pour cette présentation des spectacles que Jean-François a sélectionnés dans le cadre de la saison lyrique de l'Opéra de Paris 2023-2024. Donc, c'est un abonnement à 5 spectacles. Il y aura 4 nouvelles productions et une reprise. Alors, quelques éléments. D'abord, replantons le cadre. La saison 2023-2024 est la 4e saison programmée par notre directeur Alexander Neff. C'est une saison très riche puisqu'elle comprend en tout 19 productions, donc 7 nouvelles productions et 12 reprises. Et c'est une saison qui couvre à peu près 350 ans de musique. On va de la tragédie lyrique à la française de la fin du XVIIe jusqu'à l'opéra contemporain du XXIe siècle. Donc c'est une saison extrêmement riche avec toutes les sensibilités, toutes les esthétiques possibles. Autre élément qui est intéressant aussi, c'est, parce que ça n'est pas neutre pour les distributions que vous aurez, c'est la création d'une troupe lyrique. Ça fait 50 ans que l'opéra n'avait pas connu de troupe lyrique. À l'heure actuelle, 7 chanteurs ont été sélectionnés. À l'issue de l'année 2023, il y en aura en tout 15. Ce sont des chanteurs qui seront régulièrement distribués dans différentes distributions des opéras, dans des rôles qu'on qualifie de comprimaris, c'est-à-dire des rôles secondaires. Alors, il faut savoir que sur les 7 artistes qui ont été pour l'instant sélectionnés, il y en a 4 qui sont issus de l'Académie, notre Académie actuelle, il y en a 4. Il y en a un qui vient du chœur de l'Opéra national de Paris, et puis il y a 2 chanteurs qui feront leur début, en fait, n'ont jamais chanté à l'opéra. Voilà, donc dans les distributions que je vous proposerai, lorsqu'ils font partie de la troupe, je vous les citerai. Voilà, ça c'est un petit préambule, mais qui était important. Alors, pour comprendre comment je vais organiser la présentation, je voulais rappeler une chose très importante aussi, c'est que Alexander Neff souhaite, depuis sa prise de fonction, mettre l'accent sur l'opéra français, très important, et notamment sur des opéras qui ont été créés à l'Opéra de Paris, mais qui n'ont pas été donnés depuis longtemps, pour des tas de raisons, mais pour autant, des œuvres qui n'ont pas été données depuis longtemps à l'opéra. Et la saison 2023-2024 ne fera pas exception à la règle, puisque sur les 19 productions lyriques, il y en a 6 qui appartiennent au répertoire français, et sur les 6, il y a 3 nouvelles productions. Et sur ces 3 nouvelles productions, il y en a 2 qui font partie de votre abonnement. Voilà, donc c'est important de le rappeler. Mais pour être le plus complet possible, vous avez donc 3 nouvelles productions appartenant au répertoire français. C'est donc Médée dont je vais vous parler, le Don Quichotte de Massenet, et puis il y a également la Vestale de Spontini dans la mise en scène de Lydia Steyer. Et puis la saison prochaine, il y aura également 3 reprises du répertoire français. Il y aura les Contes d'Hoffmann dans la mise en scène de Carsen, le Cendrillon de Massenet dans la mise en scène de Mariam Clément, et également L'Enfant et les Sortilèges, production qui date de 98 dans la mise en scène de Richard Jones et Anthony MacDonald. Donc, répertoire français qui est mis à l'honneur une nouvelle fois de cette saison 23-24. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par la première nouvelle production, si je puis dire en langue française, c'est le Médée. Alors, je vais vous passer d'ailleurs je vais vous projeter un petit PowerPoint pour bien fixer les idées, comme je le fais d'habitude. Est-ce que vous voyez le PowerPoint ou pas? Oui. Ouais. Formidable. D'un coup, c'est génial. Alors,
Donc, commençons par le Médée de Marc-Antoine Charpentier, alors qui sera donné au Palais Garnier. La date qui a été sélectionnée pour vous est le 23 avril à 19h30. C'est une œuvre qui dure 3h25 et qui comprend 2 entr'actes. Alors, c'est un double événement que cette programmation de Médée. Pourquoi? D'abord, à cause du compositeur, Marc-Antoine Charpentier. J'ai regardé l'historique des programmations à l'Opéra de Paris. Je ne trouve une trace de Marc-Antoine Charpentier qu'en 1999. À l'époque, on avait donné un ballet signé José Montalvo qui s'appelait Le Rire de la Lyre. Et dans ce ballet, il y avait un extrait d'une musique de Marc-Antoine Charpentier. Sinon, rien, aucune trace de cet immense compositeur. Donc déjà, événement que de programmer en plus sa tragédie lyrique Médée. Alors, pour mémoire, Marc-Antoine Charpentier, c'est un compositeur français qui est né en 1643, qui a fait ses classes, si je puis dire, ses études à Rome, auprès d'un immense compositeur qui s'appelait Giacomo Carissimi. Et puis, il est rentré à Paris en 1670, il a écrit quelques petites œuvres dramatiques, il a également travaillé avec Molière, avec la troupe de Molière, et il a écrit des musiques de scène pour Molière, et puis ensuite, il s'est consacré à des œuvres sacrées. Lorsqu'il meurt en 1704, il laisse un corpus de 450 pièces sacrées, dont un Te Deum, qui est très connu, et une centaine de pièces profanes. Parmi donc ces œuvres absolument majeures de Marc-Antoine Charpentier, le Médée, qui est une tragédie lyrique en 5 actes, dont le livret a été écrit par le frère cadet de Pierre Corneille, qui s'appelle Thomas Corneille. Cette tragédie lyrique a été créée en 1693, devant le roi Soleil lui-même. Et d'ailleurs, à l'issue de la représentation, le roi Soleil va dire la chose suivante: il y avait de très belles choses dans l'opéra de cet habile homme. Donc, l'opéra est reçu plutôt bien, et pourtant, au bout d'une dizaine de représentations, il disparaît des affiches pour ne plus jamais revenir à l'affiche de l'Opéra de Paris. Donc, depuis 1693, nous n'avons pas donné Médée à l'Opéra de Paris. C'est donc, je le répète, un événement absolument colossal. Alors, de quoi parle Médée? Ensuite, on reviendra sur le style spécifique de Médée. De quoi parle Médée? Alors, on sait que Médée, c'est une figure mythologique qui apparaît sous la plume d'Euripide en 431 avant Jésus-Christ, et puis ensuite qui est une figure qui est revenue de façon extrêmement récurrente dans la littérature, dans la peinture, dans la musique. Ici, dans le livret, Médée, on sait elle s'est mariée avec Jason. Elle lui a donné un certain nombre d'enfants, et Jason et Médée se sont réfugiés à Corinthe. À Corinthe, il y a le roi donc Créon, qui a une fille qui s'appelle Créuse. Et il se trouve que Médée va découvrir que Jason a une relation, si je puis dire, adultérine avec Créuse. Et elle ne le supporte pas. Dans un premier temps, elle n'a pas les preuves. Et d'ailleurs, Jason, argue de sa bonne foi, promet à Médée qu'il lui restait fidèle. Mais progressivement, les preuves vont s'accumuler, à telle enseigne qu'à partir du 3e acte, lorsque Médée a la certitude que Jason la trompe, elle va vouloir se venger. Et sa vengeance va être terrible, d'autant plus que c'est une magicienne, Médée. Les conséquences, elles sont que Créon va basculer dans la folie et finir par se suicider. Créuse va être empoisonnée par une robe de soleil que lui avait justement donnée Médée, et le palais de Créon va brûler, elle va faire brûler le palais de Créon, et last but not least, si je puis dire, elle va tuer ses propres enfants. Elle va commettre un infanticide. Et donc l'opéra se termine par cette vengeance absolue de Médée. Elle avoue à Jason qu'elle a tué ses enfants, et puis elle part, elle disparaît, elle s'envole, laissant Jason totalement impuissant. Voilà. Donc, on est dans une œuvre, bien sûr, profondément tragique, et c'est normal puisque la forme qui est utilisée par Marc-Antoine Charpentier est la forme de la tragédie lyrique. Alors, c'est quoi la tragédie lyrique? C'est absolument fondamental parce que c'est d'une certaine façon la matrice de tout l'opéra français. On ne peut pas comprendre la forme de l'opéra français, par exemple du 18e, du 19e, si on ne sait pas ce qu'est la tragédie lyrique. Alors, la tragédie lyrique, c'est une forme qui a été inventée par Jean-Baptiste Lully.
Lully, qui était le compositeur officiel de la cour de Louis XIV, qui était un proche de Louis XIV. Or, Lully connaissait bien son maître, si je puis dire. Et il savait que Louis XIV adorait la danse. Et donc, la tragédie lyrique, c'est une synthèse de deux choses. De la tradition du ballet de cour, et puis également de la grande tragédie littéraire à la Racine ou à la Corneille. Conséquence de ça, c'est que la tragédie lyrique, il y a deux éléments fondamentaux. Un, on a toujours de la danse. À un moment ou un autre, on a ce que l'on appelle des divertissements dansés. Et puis, la deuxième conséquence, c'est que le chant est d'abord et avant tout de la déclamation, du récitatif. Le primat est donné à la poésie, le primat est donné au texte, alors que, par exemple, dans l'opéra italien, le primat est donné à la mélodie, est donné au chant cantabile. Et de cette tragédie lyrique découle la grande différence entre la tradition de l'opéra français où le chant est avant tout de la déclamation et l'opéra italien où on est dans l'idée, dans le principe du bel canto ornementé. Grande différence fondamentale entre les deux. Et donc, du coup, Marc-Antoine Charpentier va recycler cette forme de la tragédie lyrique héritée de Lully. On va donc avoir d'abord un prologue classique qui met en scène non pas Louis XIV, mais qui fait référence à Louis XIV, qui met en scène Bellone, la gloire et la victoire, qui précise que tout simplement Louis XIV fait la guerre, non pas pour la guerre, mais il fait la guerre pour la paix. Donc c'est une forme d'élégie à la gloire en quelque sorte de Louis XIV. Et puis ensuite, nous avons les 5 actes. Et dans ces 5 actes, nous avons en fait un chant qui est très largement déclamé, un grand récitatif, qui est un récitatif plutôt noble, plutôt élégant, mais qui fait un sort à chaque mot. On a des petits airs, des airs extrêmement concis, à la différence de l'opéra seria italien, où les chants sont très développés, où le chant da capo est très développé. Et puis, nous avons des divertissements dansés et la présence du chœur. Et puis également aussi, nous avons des intermèdes orchestraux. Voilà. Tous ces éléments-là, tous ces ingrédients sont dans Médée. Sauf que, et c'est ça qui est absolument fondamental, c'est que Marc-Antoine Charpentier va pervertir le genre, au bon sens du terme. Qu'est-ce qu'il va y apporter? Il va y apporter deux choses. Au niveau orchestral, une véritable ambition à la différence de Lully. L'orchestration de Charpentier est une orchestration extrêmement sophistiquée, avec un très grand travail sur l'harmonie, sur le rythme aussi si spécifique. Il y a un vrai travail aussi d'instrumentation, de coloration instrumentale. C'est, si je puis dire, sa sensibilité italienne, le fait d'avoir été au contact de Carissimi qui le conduit en quelque sorte à orchestrer de cette façon. En fait, Charpentier est d'abord et avant tout un grand orchestrateur. D'ailleurs, il a laissé des règles de composition. Et ces règles de composition vont ouvrir la voie à un autre grand compositeur qui est Jean-Philippe Rameau. On ne dit pas suffisamment l'importance que Charpentier a dans l'histoire de la musique française et la façon dont il prépare Jean-Philippe Rameau. Et d'ailleurs, comme par hasard, Jean-Philippe Rameau va aussi, il est un théoricien de la musique, écrira aussi des règles d'orchestration. Et notamment, dans la continuité de Charpentier, il va établir un lien entre d'un côté les tonalités et de l'autre les affects. Chez Charpentier, on voit bien ce travail, c'est-à-dire la tonalité de ut ou la tonalité de ré majeur va avoir telle relation avec tel affect exprimé, etc., etc. Il y a une sorte de codification qui est faite entre tonalité et affect. Et on retrouvera ça également chez Jean-Philippe Rameau. Donc, une ambition orchestrale, premier élément très important. Et puis, deuxième grande révolution, si je puis dire, de Charpentier, c'est le chant. Parce que là aussi, il a été à l'école italienne. Et que donc, il va concilier le bel dire, comme disaient les Français, c'est-à-dire le bien dire, hérité de Lully, et le bien chanter dans l'esprit du chant italien. Et donc, il y a une alternance dans le chant de Charpentier, il concilie la noblesse de la diction, de la déclamation, et puis également le sens de la mélodie et ces lignes à l'italienne qui sont d'une certaine façon sensuelles et raffinées. Voilà, il arrive à concilier les deux, ce qui est fondamental.
Et c'est ce qui explique pourquoi d'ailleurs il n'y a eu que 10 représentations de Médée. Parce qu'à l'époque, Charpentier est trop en avance, ou en tout cas, il s'inscrit en faux par rapport à la tradition lulliste qui impose une plus grande austérité, une plus grande rigueur dans la déclamation. Donc, la conséquence de ça, c'est que Médée est une œuvre qui est très attractive, si je puis dire, parce qu'elle mélange, je le répète, la tradition française et la sensibilité italienne. Alors maintenant, quelle production va-t-on vous proposer? Eh bien, il se trouve que la production est signée David McVicar, qui est un très grand metteur en scène écossais. Et la production de Médée est une production qui sera donnée pour la première fois à l'Opéra de Paris, mais qui a déjà été donnée à l'étranger, en 2013 à l'English National Opera. Et ensuite, elle a été donnée au Théâtre de Genève, à l'Opéra de Genève, en 2019. Donc, elle a déjà voyagé. C'est la raison pour laquelle j'ai des images que je vais vous proposer. Quel est l'esprit de la mise en scène de David McVicar? Eh bien, en fait, il va replacer l'intrigue de Médée dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes dans un salon londonien au début de la guerre, 1940. On y voit d'ailleurs passer De Gaulle, un moment, un figurant qui ressemble à De Gaulle qui était réfugié à Londres. Voilà, donc c'est amusant. Bon. Et puis, surtout, ce qu'il va faire, l'idée, c'est qu'il va utiliser les différents divertissements dansés, il va utiliser la comédie musicale américaine. On va être vraiment dans l'esprit de la comédie musicale américaine. Cette influence-là est extrêmement forte dans la mise en scène de David McVicar. C'est donc une mise en scène très spectaculaire, très belle visuellement, très élégante, qui fait même un peu penser à des mises en scène de Carsen dans l'esthétique, voilà. Mais en tout cas, une mise en scène qui fonctionne extrêmement bien. Donc ça, c'est également un très grand atout de cette production. Autre atout majeur, c'est la présence à la baguette de William Christie. Pourquoi? D'abord, on sait très bien que William Christie est un maître dans le domaine baroque. Ça, c'est déjà une première chose. Mais ce qu'on ne sait pas suffisamment, c'est que William Christie est un spécialiste de Marc-Antoine Charpentier. Il est à l'origine de la renaissance, si je puis dire, de Charpentier dans les années 80. Mieux, il maîtrise tellement la partition de Médée qu'il a laissé 2 enregistrements au disque, en 1984 et 10 ans plus tard, en 1994. Et que les Arts Florissants, puisqu'il va diriger son orchestre des Arts Florissants, les Arts Florissants, c'est un titre d'une œuvre de Marc-Antoine Charpentier. Donc, s'il y a bien un chef qui maîtrise cette partition, c'est bien William Christie. C'est donc logique que nous l'invitions avec son orchestre des Arts Florissants. Et comme il ne fait jamais le travail à moitié, Christie, c'est lui qui a choisi la distribution. Et oui, il a choisi sa distribution. La plupart des chanteurs qui sont proposés sont des chanteurs qui sont passés par le Jardin des Voix. C'est quoi le Jardin des Voix? C'est une pépinière de talents créée par William Christie à Caen et qui forme les grands talents baroques de demain. Léa Desandré est passée par le Jardin des Voix. Reynoud von Mechelen également. Anna Viera-Leite, que vous voyez dans la distribution, également. Ce sont des chanteurs issus du Jardin des Voix. Dernière idée de William Christie, c'est de confier le rôle de Médée à une jeune chanteuse. Léa Desandré a une 30aine d'années. C'est très étonnant parce que d'habitude, comme c'est un rôle assez complexe, Médée, il est souvent distribué à des chanteuses qui ont beaucoup plus d'expérience. Et Christie a fait un pari. Il s'est dit, changeons le regard que nous portons sur Médée et confions-le à une jeune chanteuse. Et c'est le cas. C'est donc Léa Desandré, qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, lorsqu'elle a auditionné auprès de William Christie, elle était persuadée qu'elle, si elle réussissait dans son audition, qu'elle serait choisie pour le rôle de Créuse. Et finalement, Christie est venu la voir et lui a dit, c'est pas Créuse que tu vas chanter, c'est Médée. Voilà. Grande surprise, bien sûr, pour Léa Desandré. Voilà, donc vous aurez compris énormément d'atouts pour cette nouvelle production de Médée et je m'empresse de vous passer l'extrait de la production de David McVicar. C'est un trailer qui avait été créé à l'ENO, à l'English National Opera, en 2013.
pour cet extrait de la production de David McVicar. Passons, si vous le voulez bien, à la deuxième nouvelle production du répertoire français, Le Don Quichotte de Jules Massenet à l'Opéra Bastille le 17 mai 2024 à 19h30. C'est une œuvre qui dure 2h35, dont un entracte. Alors, Don Quichotte de Massenet, d'abord, il faut savoir que ça fera plus de 20 ans que nous n'aurons pas donné ce chef-d'œuvre du compositeur. La dernière fois, c'était en 2002, dans une mise en scène de Gilbert Deflot. Alors, pourtant, Massenet a été très largement servi sur la première scène lyrique, puisque ces dernières années, nous n'avons donné pas moins que 3 productions de Massenet, un Werther dans la mise en scène de Benoît Jacot, qui a été magnifique, donc avec notamment, on s'en souvient, Jonas Kaufmann. On a donné notamment une production du Cid au Palais Garnier avec Roberto Alagna. On a donné également, donc on a fait entrer au répertoire l'année dernière le Cendrillon dans la mise en scène de Mariam Clément, et également on a donné le Manon, donc 4 productions, le Manon de Vincent Huguet. Donc Massenet a été très présent. Mais comme je vous le disais, Don Quichotte, eh ben, ça fera plus de 20 ans que nous ne l'avons pas donné. Alors, quelques petits mots sur la genèse de l'œuvre. Le livret est un livret d'Henri Quint. Quint, c'était donc un des librettistes fétiches de Jules Massenet. Il a collaboré 5 fois avec le compositeur, dont il a collaboré sur Cendrillon. Quand je vous avais présenté, je ne sais pas si je vous avais présenté Cendrillon, mais en tout cas, c'est plus. Mais en tout cas, Quint a donc écrit également le livret. Henri Quint a écrit le livret de Cendrillon. Alors, ce qui est important, ce que vous devez retenir, c'est que le livret n'est pas du tout, mais du tout, une adaptation du roman de Cervantes. Ce serait une erreur de le penser. En fait, c'est une adaptation d'une pièce écrite par un certain Jacques Le Lorrain. Alors, je pense que vous ne le connaissez pas, personne ne le connaît. Et à l'époque, personne ne le connaissait puisqu'il venait de sa province, il était cordonnier. Son père était cordonnier. Et il a voulu se faire poète, si je puis dire, venir à la capitale pour connaître la gloire de l'artiste. C'est un peu le Hans Sachs français, hein, puisque Hans Sachs, vous le savez bien, dans Les Maîtres chanteurs, est également un cordonnier poète. Et bien lui-même a voulu donc écrire une pièce, et dans cette pièce, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il se met en scène. C'est pas le Don Quichotte de Cervantes qu'il met en scène finalement, c'est lui-même. Il va raconter, en fait, Jacques Le Lorrain, ses déboires amoureux. C'est ça l'objectif de son Don Quichotte. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste se contenter de reprendre le nom des 3 personnages. Don Quichotte, Dulcinée et Sancho Panza. Mais ça a un lointain lien, si je puis dire, avec les 3 personnages que nous connaissons dans l'intrigue de Cervantes. Ça, c'est important. Alors, la genèse, pour poursuivre. Au départ, ce n'est pas Massenet qui a l'idée d'adapter justement le texte de Jacques Le Lorrain. C'est Raoul Genzmann, qui était en fait Raoul Gainsbourg, pardon, qui était le directeur de l'opéra de Monte-Carlo. Et nous sommes dans les années proches des années 1910, et Raoul Gainsbourg se dit voilà, ce serait bien d'adapter le texte de Jacques Le Lorrain, et il a déjà un chanteur en tête pour le personnage de Don Quichotte, hein, c'est Fyodor Chaliapine, l'immense basse russe qui est Fyodor Chaliapine, et il a également l'idée d'un compositeur qui s'appelle Charles Lecoq. Et puis finalement, Charles Lecoq va se désister et Gainsbourg va choisir Jules Massenet. Et c'est donc Massenet qui va reprendre le projet et qui va écrire la partition de Don Quichotte sur le livret d'Henri Quint. Alors, de quoi ça parle? Nous sommes donc à la cour, si je puis dire, de Dulcinée, parce que ce qui est très important, c'est que Le Lorrain, non seulement n'a pas voulu écrire une pièce d'après le Don Quichotte de Cervantes, mais il a bien évidemment, du coup, considérablement changé le profil des personnages. Don Quichotte, chez Jacques Le Lorrain, est un personnage, c'est une figure christique, finalement, pour simplifier, mais c'est une figure christique. Le personnage de Dulcinée est un personnage qui n'est pas une paysanne comme chez Cervantes, mais c'est une courtisane. Donc, on comprend combien le personnage a inspiré Massenet, puisque Massenet adorait les courtisanes. Il suffit de juger de Thaïs ou, par exemple, de Manon.
Donc, il faut bien comprendre que le profil des personnages est extrêmement différent. Donc, je reprends le fil de l'intrigue. Nous sommes à la cour de Dulcinée, qui est donc une courtisane et qui a, du coup, ses courtisans autour d'elle. Et elle est lasse, finalement, de ses amours superficiels. Et puis arrive Don Quichotte. Et elle tombe, elle est intriguée par Don Quichotte, qui est un être noble, qui est un être tendre, mélancolique, poète, qui tranche avec les autres courtisans de la cour de Dulcinée. Elle est donc intriguée par ce personnage. Et donc, elle le laisse approcher parce que, immédiatement, Don Quichotte est amoureux de Dulcinée, il veut faire quelque chose pour elle. Et donc, que va faire Dulcinée? Elle va lui dire, on m'a volé des brigands m'ont volé un collier, je voudrais que tu ailles récupérer mon collier. Et donc, que va faire Don Quichotte? Il va partir, récupérer avec Sancho Panza, il va partir récupérer le collier auprès de brigands, et une fois qu'il a le collier, il revient à la cour de Dulcinée. Et là, il espère obtenir la récompense de son courage, et au lieu de ça, il ne va récolter que mépris de la part des courtisans, mais aussi de la part de Dulcinée. Et donc, il ne peut pas supporter ce mépris dans le regard de sa bien-aimée. Il quitte la cour et il décide d'aller, il meurt d'amour en quelque sorte, comme Isolde dans Tristan et Isolde. Il va mourir d'amour avec comme seule consolation deux choses, le fait de pouvoir mourir auprès de son fidèle Sancho Panza, et il verra également une étoile, et dans cette étoile, il entendra la voix de sa bien-aimée. Et donc, l'opéra se termine très délicatement sur cette mort tragique de Don Quichotte. Donc, c'est une œuvre absolument magnifique, c'est une œuvre qui est une œuvre tardive de Massenet, mais dans laquelle on retrouve toutes les qualités du compositeur, d'une certaine façon. On a d'abord quelque chose qui est très caractéristique chez lui, c'est le mélange des genres. C'est-à-dire qu'on a 5 actes avec différentes tonalités. On a une tonalité comique, à la fois gaie et truculente. On a une tonalité poétique, épique, dramatique, et puis, dernier acte, tragique. Donc, un habile mélange des genres, on oscille en permanence entre ces différentes tonalités. Ça, c'est déjà un premier élément que l'on retrouve souvent dans les œuvres de Massenet, c'est-à-dire cet habile mélange des genres. Autre élément que l'on retrouve chez lui, qui est génial, c'est le sens de la stylisation. Un orchestre qui est un orchestre d'une très grande élégance, mais qui est très expressif, qui est très évocateur. Et il est évocateur de quoi ici? Il est évocateur d'une Espagne fantasmée, bien sûr, puisque nous sommes en Espagne, avec notamment des rythmes de danse, avec ce côté pittoresque qui est propre à la culture espagnole et que l'on retrouve également dans Carmen. L'orchestre de Massenet est très évocateur. Et Puccini, qui suivra Massenet, fonctionnera exactement de la même façon que lui. Ce sont deux compositeurs qui travaillent à partir d'images. C'est d'abord les images et ensuite la musique qui nourrit en quelque sorte. L'image nourrit l'imagination musicale du compositeur. Et là, c'est extrêmement frappant. La musique de Massenet, une nouvelle fois, est extrêmement imagée. Autre élément aussi, c'est le sens, le rapport de la note au mot, c'est-à-dire cette déclamation lyrique chez Massenet qui est si naturelle, qui est si authentique, qui est très chantée, parce que chez Massenet, la déclamation lyrique est très chantée, elle est très cantabile, mais on a toujours le sentiment que les personnages chantent comme ils parlent, d'une certaine façon, parlent comme ils chantent. C'est très étonnant. Et ça donne une authenticité, un naturel qui fait tout le charme, toute l'élégance de l'opéra de Massenet. Donc, il y a toutes ces qualités que l'on retrouvait déjà dans Manon, que l'on avait dans Werther, etc., on les retrouve dans cet opéra de Massenet. Autre élément aussi, mais là, on sort un peu du cadre, et peut-être que ça rajoute encore plus au charme de Don Quichotte, c'est qu'il n'y a pas de sentimentalisme. Souvent, on a reproché à Massenet d'être trop sentimental. C'est le même reproche également qu'on a fait à Puccini. Eh bien, dans Don Quichotte, il y a une sobriété. Les personnages souffrent
mais de façon très intériorisée. Il y a quelque chose qui est très impressionniste, en quelque sorte, dans l'approche de Massenet. Et ça, c'est aussi très important. Je crois que c'est Alexander Neff qui le soulignait dans le cadre de la présentation de sa nouvelle saison, et c'est très vrai. C'est que Don Quichotte, à la différence d'une grande partie des œuvres de Massenet, ne joue pas la carte de la sentimentalité facile, mais la carte de la sobriété, de la souffrance en quelque sorte intériorisée, donc une certaine forme d'élégance. En tout cas, c'est une des plus belles œuvres, incontestablement, de Massenet, même si elle a moins l'honneur des grandes scènes lyriques internationales que Werther, que Manon, ou que Manon ou que Werther. Dernier élément qui est très intéressant aussi, c'est que d'habitude, Massenet choisit des héroïnes. Là, il choisit un héros, même si Dulcinée joue un rôle important dans Don Quichotte, mais l'opéra tourne autour d'un personnage masculin. Et c'est à ce personnage, d'ailleurs, qu'il confie les plus belles pages de la partition. Ça n'est pas anecdotique, c'est important de le souligner. Alors, que va en faire maintenant le metteur en scène? Damiano Micheletto est donc un metteur en scène italien, il est d'origine vénitienne, il a déjà mis en scène 3 productions chez nous, il a mis en scène Samson et Dalila, Le Barbier de Séville et Don Pasquale. Là, l'idée est la suivante. Alors, je le cite, hein, je cite Micheletto. Il dit qu'il a choisi de souligner la valeur de la mémoire, l'importance de l'imaginaire et la souffrance de Don Quichotte, idéaliste et poète. En s'appuyant sur des vidéos, le metteur en scène nous plonge dans la journée d'un homme seul, souffrant, malade, qui revit ses rêves et son passé. Il veut mélanger les temporalités, passé, présent, futur, et faire de l'espace scénique un espace mental où réalité et fiction s'entremêlent, un univers d'illusionnistes, étrange et fantasmagorique. Voilà. Donc, finalement, c'est un axe dramaturgique qu'on trouve de plus en plus souvent chez les metteurs en scène, un espace scénique comme espace mental. Ça s'y prête très bien avec Don Quichotte, puisqu'on sait que Don Quichotte est d'une certaine façon un peu un illusionniste. C'est quelqu'un qui rêve énormément, qui rêve sa réalité. On ne sait jamais, on est toujours à mi-chemin ou à la frontière extrêmement ténue entre réalité et fiction. Et bien, la mise en scène de Micheletto tournera autour de cette frontière extrêmement ténue entre réalité et fiction. Là, maintenant, la distribution. Alors, une chose très importante à noter. La partition de Massenet est une partition qui a été composée d'une certaine façon sous l'emprise, si je puis dire, de Fyodor Chaliapin. Chaliapin a créé le rôle titre, il était russe. Et Massenet, en écrivant sa partition, n'a pas pu faire l'économie de ce détail, qui n'en est pas un finalement. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va introduire dans sa partition des éléments qui sont des éléments de l'opéra russe. On entend, par exemple, ou d'orchestration russe. On entend les influences de Rimsky-Korsakov. On entend également l'influence de Moussorgsky dans Boris Godunov. Alors, on entend d'autres influences. Hein. On entend également l'influence de Mozart, de Gounod, l'influence aussi de Verdi. Le Falstaff de Verdi a considérablement influencé le Don Quichotte de Massenet. Mais pour autant, ce qui est important, c'est aussi l'influence russe. Et du coup, j'y vois comme, ça n'est pas une coïncidence, mais je pense que le fait qu'on ait proposé à Mikhail Tatarnikov de diriger la partition de Don Quichotte, c'est un directeur musical, c'est un chef d'orchestre russe, et le fait d'avoir confié le soin à Ildar Abrazakov, qui est une grande basse russe, de chanter le rôle de Don Quichotte, c'est lié justement à l'histoire de l'œuvre. Donc c'est très intéressant de créer un lien entre l'histoire de l'œuvre et le choix qu'Alexander Neff a fait du directeur musical et du rôle titre. Voilà, je pense que ça n'est pas un détail, c'était intéressant de le souligner.
Par ailleurs, nous aurons Marianne Crébassa, qu'on connaît bien, qui est la mezzo-française dans le rôle de Dulcinée, Étienne Dupuis, qui est un baryton canadien dans le rôle de Sancho, et dans les deux petits rôles de Pedro et de Garcias, Émy Gazeille et Marine Chagnon, qui font partie de la troupe lyrique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous passe un extrait tiré d'un très grand enregistrement dirigé par Michel Plasson, avec notamment José Van Damme dans le rôle de Don Quichotte et Teresa Berganza dans le rôle de Dulcinée. Je vous passe la fin de l'opéra. Vous étouffez. Voilà la fin de Don Quichotte de Jules Massenet dans l'enregistrement de Plasson qui date de 1993. Un petit détail d'ailleurs qui est frappant, vous ne l'avez pas entendu, mais lorsque vous irez entendre la production, le début du 5e acte s'ouvre sur un merveilleux solo de violoncelle, absolument sublime solo de violoncelle. Et c'est très intéressant parce que quand on sait que Richard Strauss, en 1898 de mémoire, écrit son poème symphonique Don Quichotte avec comme symbole, comme instrument représentant Don Quichotte, notamment la mort de Don Quichotte, ce violoncelle. Il y a un merveilleux solo de violoncelle dans ce Don Quichotte de Richard Strauss. J'y vois un lien. J'imagine que Massenet avait, en plus, il y a 10 ans d'écart entre le Don Quichotte de Richard Strauss et le Don Quichotte de Jules Massenet. Voilà, j'y vois un lien absolument incontestable. Passons, si vous le voulez bien maintenant, au répertoire italien. Alors, d'abord, première petite chose, dans le cadre de la saison, on a dit qu'il y avait 6 opéras français, que le répertoire français était à l'honneur.
Le répertoire italien également, c'est un répertoire extrêmement riche puisque la saison prochaine, nous aurons 9 opéras italiens. Nous aurons la nouvelle production du Don Giovanni dans la mise en scène de Klaus Guth, la reprise du Così fan tutte de Mozart, mais aussi le Jules César de Handel. Nous aurons le Don Pasquale de Donizetti, la Traviata et Simon Boccanegra de Verdi, et également Turandot de Puccini. Et puis aussi Adriana Lecouvreur, dont on parlera par la suite. Et, last but not least, une entrée au répertoire. Et oui, aussi étrange que ça puisse paraître, Béatrice di Tenda de Vincenzo Bellini est une entrée au répertoire de l'Opéra de Paris. Alors, l'œuvre donc sera donnée le 2 mars 2024 à 19h30. Elle dure 3h20, dont un entracte, et je vous le précisais, c'est une entrée au répertoire. Et la mise en scène sera signée Peter Sellars, ce très grand metteur en scène américain, metteur en scène notamment de la production de Tristan qu'on a reprise il y a quelques semaines. Alors, rappelons quand même que Bellini, immense compositeur italien, ce grand phare, si je puis dire, du bel canto romantique, au même titre que Donizetti, a, comme Massenet, été extrêmement bien servi par l'Opéra de Paris, puisque depuis 2010, j'ai compté une nouvelle production de La Somnambule, une nouvelle production des Puritains, on a repris récemment les Capulet et les Montaigu, on a failli donner le Pirate dans une version concert finalement qui a été annulée pour cause de grève. Enfin voilà, donc Bellini est régulièrement donné sur la première scène lyrique française. Alors, aussi étrange que ça puisse paraître, ça fait très longtemps que nous n'avons pas donné Norma, qui est peut-être l'œuvre la plus connue de Bellini. Nous lui substituons, si je puis dire, une nouvelle production de Béatrice di Tenda, qui, je le répète, est une immense rareté. C'est une œuvre qu'on ne donne quasiment jamais. Alors, pourquoi proposer Béatrice di Tenda ? Pour 2 raisons. La première, c'est que comme c'est une entrée au répertoire, c'est une façon pour Alexander Neve de faire découvrir cette œuvre à beaucoup de gens qui ne la connaissent pas. Ça, c'est déjà une première bonne raison. La deuxième raison, qui est sans doute plus importante, c'est pour Alexander Neve de travailler de nouveau avec Peter Sellars. Or, il se trouve que Peter Sellars adore Béatrice di Tenda. Ça fait 25 ans que le metteur en scène américain souhaitait monter Béatrice di Tenda et il n'a jamais trouvé preneur. Aucun opéra dans le monde n'a voulu le monter. Il a fallu qu'il attende cette saison, la saison prochaine, pour pouvoir enfin réaliser son rêve. Donc, on voit bien que parfois, il y a des productions aussi qui sont montées pour des raisons qui sont tout aussi nobles, qui sont le désir d'un directeur de travailler avec un metteur en scène et le désir qu'a un metteur en scène de monter une œuvre spécifique, en l'occurrence Béatrice di Tenda. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Béatrice di Tenda est une œuvre aussi maudite, si je puis dire. Pourquoi c'est une œuvre qui n'a pas trouvé son public? Pourquoi c'est une œuvre qui est extrêmement rare sur les plus grandes scènes internationales? Et bien, souvent, il faut d'abord aller regarder du côté de la Genèse, qui a été une Genèse extrêmement compliquée. Puisque Bellini avait connu un triomphe à la Fenice de Venise, ou en tout cas un beau succès dans les Capulet et les Montaigu. Et la Fenice lui passe commande d'un nouvel opéra pour la saison du carnaval 1832. Et il faut trouver un livret. Or, il se trouve que Bellini a un librettiste fétiche qui s'appelle Felice Romani. Et Felice Romani, qui a déjà travaillé quasiment tout le temps avec Bellini, c'est-à-dire qu'il a écrit avec Bellini quasiment tous les opéras de Bellini, pas tous, mais quasiment tous, a l'idée d'un sujet tiré d'une pièce d'Alexandre Dumas père autour du personnage de Christine de Suède. Et donc, en octobre 1832, Felice Romani propose ce sujet à Bellini. Je rappelle que l'œuvre doit normalement être créée en février 1833, donc peu de temps après. Il propose donc le sujet en octobre. Or, il se trouve que Bellini a l'assurance que ce sera la grande Giuditta Pasta, immense cantatrice de l'époque, qui chantera le rôle féminin principal de son prochain opéra. Il va voir Giuditta Pasta, et Giuditta Pasta, elle, a l'idée d'un autre sujet. Ce sujet, elle a vu un ballet à la Scala de Milan, qui est adapté d'une pièce donc écrite par un auteur qui s'appelle Carlo Tebaldi Flores, totalement inconnu. Et cette pièce tournait autour
des ducs de Milan, de l'histoire des ducs de Milan. Et donc, elle souhaite que l'opéra tourne autour de ce sujet. Et Bellini va se laisser convaincre par cette immense cantatrice. Et donc, il va écrire à son librettiste en lui disant « Ce n'est plus le sujet que tu as choisi, mais on va en prendre un autre. » Et ça, c'est en novembre 1832. Donc, le temps de la création se rapproche. Et bien sûr, que va faire donc le librettiste Felice Romani? Il ne va pas supporter le fait qu'on ait changé de sujet. Or, il se trouve qu'en plus, Felice Romani a énormément de travail. Il a de nombreux livrets à écrire pour d'autres compositeurs. Donc, il va prendre le travail qu'il doit à Bellini par-dessus la jambe, à telle enseigne que le Bellini va demander à ce qu'on lui envoie la police pour l'obliger à écrire le livret qu'il devait écrire. Donc, c'est sous la contrainte que Felice Romani va écrire le livret de Béatrice di Tenda. Cela vaudra d'ailleurs un divorce définitif entre Felice Romani et Bellini, et Vincenzo Bellini. C'est dans ce contexte très tourmenté que Bellini doit écrire sa partition. Il a pris énormément de retard, à telle enseigne que mi-février, tout simplement, le premier acte n'est toujours pas terminé et le deuxième acte, puisque c'est un opéra en 2 actes, n'est pas du tout écrit. Et donc, la création va prendre 1 mois de retard. Il va être obligé d'écrire dans la précipitation. La conséquence, c'est que l'œuvre est créée à la Fenice et connaît un fiasco monumental. À telle enseigne, d'ailleurs, que l'œuvre va être très peu redonnée et puis ensuite, elle va disparaître des affiches. Elle ne réapparaîtra qu'en 1935, à l'occasion du centenaire de la mort de Bellini. Uniquement, c'est à cette occasion que Béatrice di Tenda réapparaît. Et ensuite, il faut attendre les années 60 pour que 2 grandes sopranes, Leila Genser et Johan Sutherland, incarnent le personnage de Béatrice di Tenda et lui redonnent d'une certaine façon ses lettres de noblesse. Voilà. Donc, c'est une histoire extrêmement tourmentée pour ce Béatrice di Tenda, qui, malgré d'ailleurs ces 2 grandes cantatrices, n'a jamais véritablement trouvé une place de choix dans le répertoire des grands opéras. Donc ça, c'est important de rappeler le contexte. De là, peut-être, le problème de réception qu'a reçu cet opéra. Alors, de quoi ça parle? Ça se passe, nous sommes en 1438 à Milan. Filippo Maria Visconti a pris le pouvoir, occupe le pouvoir à Milan grâce à un mariage d'intérêt. Il a épousé une femme qui est beaucoup plus âgée que lui, qui s'appelle Béatrice di Tenda, qui fut la femme du défunt condottiere Facino Cane. Et grâce à ce mariage d'intérêt et à l'argent qu'a sa femme, il a pu occuper le pouvoir. Cependant, il n'aime pas sa femme. Il ne l'aime pas. Et donc, du coup, il a une maîtresse qui s'appelle la comtesse Agnese di Maino. Le problème, c'est que cette Agnese, qui est la maîtresse de Filippo, en aime un autre. Elle aime le page Orombello. Et elle va découvrir par hasard qu'Orombello, lui, est amoureux d'une autre, Béatrice di Tenda. Il est amoureux de Béatrice di Tenda. Il est amoureux en secret de Béatrice di Tenda. Donc, histoire d'amour compliquée à 4, AMB, KMC, KMD. Ça devient extrêmement compliqué. Bon. Et pourtant, la relation entre Orombello et Béatrice di Tenda est une relation totalement innocente. Mais que vont faire Filippo et Agnese? Eh bien, ils vont se liguer pour décrédibiliser Béatrice di Tenda. Filippo parce qu'il veut se débarrasser de sa femme et Agnese par dépit amoureux parce qu'elle a découvert que son amoureux Orombello est amoureux de Béatrice di Tenda. Ils vont donc surprendre Orombello et Béatrice di Tenda et prétendre que c'est une scène d'adultère. Et donc, les 2 vont être arrêtés, ils vont être soumis à la question, torturés, emprisonnés, torturés, passés au tribunal et Béatrice di Tenda va être accusée d'adultère et condamnée à mort. Il se trouve qu'Agnese va finir par culpabiliser et va essayer d'obtenir auprès de Filippo la clémence, si je puis dire, de la justice. Filippo est prêt à renoncer à condamner à mort Béatrice di Tenda et il découvre finalement que le peuple se soulève, les partisans de l'ancien mari de Béatrice di Tenda, c'est-à-dire du condottiere Facino Cane, se sont dressés pour tout simplement chasser le tyran du pouvoir. Et devant cette découverte, Filippo décide de maintenir la sentence de condamnation à mort et Béatrice di Tenda part au supplice avec énormément d'élégance et de noblesse, non sans avoir préalablement pardonné à Agnese, qui lui demande pardon. Voilà l'histoire donc de Béatrice di Tenda. Alors, musicalement parlant,
c'est une œuvre du bel canto romantique. On est confortablement installé dans le bel canto romantique. Ça, c'est très important de le préciser. Sauf que il y a un élément qui est important, qu'il faut souligner, c'est que Bellini, dans Béatrice di Tenda, ne fait pas véritablement du Bellini. Il fait étrangement du Donizetti, et notamment de l'Anna Bolena, qui est un des grands opéras de Donizetti. Le livret, donc, de Felice Romani fait beaucoup penser au livret de Donizetti sur les reines anglaises. Et la partition de Bellini également fait beaucoup penser à du Donizetti. Pourquoi? Tout simplement parce que, d'habitude, Bellini, c'est quoi? C'est un compositeur qui, notamment au niveau du style vocal, est encore ancré, c'est ce que je vous avais dit dans Béatrice, dans les Capulet et les Montaigu, dans le XVIIIe siècle. Il y a une conception du chant qui est une conception qui est sublimation du chant, dans la grande tradition du bel canto baroque. Le chant sublime, en quelque sorte, les sentiments. Ça, c'est très important. Mais dans Béatrice di Tenda, en dehors des airs écrits pour Béatrice qui ressortent à cette esthétique du bel canto baroque, c'est-à-dire sublimation des sentiments, airs éthérés, etc., que l'on a l'habitude d'entendre chez Bellini, en dehors de ces airs, le reste est beaucoup plus dramatique. On est dans une exubérance romantique, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus tourmenté, où le chant joue beaucoup plus la carte de la vérité dramatique. Et ça, cet élément-là, on n'a pas l'habitude de l'entendre chez Bellini. Avec Béatrice di Tenda, je le répète, Bellini joue résolument la carte des tourments romantiques, en quelque sorte, avec tout ce que ça implique d'un point de vue esthétique. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a cette incompréhension entre l'œuvre et le public, c'est-à-dire le sentiment que c'est un très bon Donizetti, mais ça n'est pas véritablement, en tout cas, ça n'est pas un opéra de sensibilité bellinienne, ou en tout cas, une sensibilité qui passe par le filtre de la sensibilité donizettienne. Voilà. Mais ça reste pour autant un très grand opéra du bel canto romantique, avec tous les passages obligés, récitatifs, les grands airs, les duos, les ensembles, le chœur, etc., etc. Tous ces ingrédients y sont. Mais j'essayais juste de vous expliquer pourquoi peut-être Béatrice di Tenda n'occupe pas la place qu'occupent d'autres opéras de Bellini dans toute sa carrière artistique. Alors maintenant, qu'est-ce que Peter Sellars va faire de cette partition? Alors, je cite la brochure. Avec son scénographe George Sipin, il inscrit l'œuvre dans un palais aux murs d'acier qui évoque l'emprise et la surveillance exercées par une dictature impitoyable. Alors, quel type de dictature? Dans sa mise en scène, de ce que j'ai compris, il ne va pas préciser, il ne va pas surligner quel type de dictature il vise. Pour autant, ce qu'il faut savoir, c'est que George Sipin, qui est son scénographe, a fréquenté Poutine. Il connaît même le palais de Sochi de Poutine. Et donc, du coup, toute ressemblance entre la scénographie de Tsipin et le palais de Poutine, simplifié, bien évidemment, stylisé, ne serait pas innocent, en quelque sorte. Et donc, si on prolonge l'idée, ou en tout cas, si on pousse la réflexion jusqu'au bout, on peut imaginer que le metteur en scène Peter Sellars vise plus spécifiquement en ce moment, la Russie, dans le contexte géopolitique extrêmement troublé. Voilà. La direction musicale sera assurée par Mark Wigglesworth, qui donc est un chef qui avait dirigé notamment la Clémence de Titus chez nous il y a quelques années. Et dans la distribution, nous aurons Tamara Wilson. Alors, Tamara Wilson, c'est une soprane américaine, une très grande soprane américaine, qui aura fait ses débuts quelques semaines plus tôt chez nous dans la reprise de Turandot. Elle chantera certaines représentations de Turandot. Donc, Béatrice di Tenda sera la deuxième fois qu'elle chantera à l'opéra dans la saison 23-24. C'est une immense artiste, Tamara Wilson. Je pense qu'elle sera parfaite dans le rôle de Béatrice di Tenda. Dans le rôle de Filippo, écrit pour un baryton, Queen Kelsey, qu'on connaît bien, qui est un baryton hawaïen, qui a été notamment notre Rigoletto il y a quelques années. Agnese, il y a un changement de distribution. C'est Natalia Kutateladze qui chantera, c'est une mezzo
géorgienne. C'est une très jeune mezzo-géorgienne qui est sortie de la Juilliard School et qui a été finaliste notamment de la BBC Cardiff Singer of the World Competition en 2021 et qui a à son répertoire notamment le rôle de Carmen. Mais c'est une jeune chanteuse que Natalia Kutateladze. Dans le rôle de Rombello, ténor Penepati, merveilleux ténor donc samoan, qui est Penepati, formidable bel cantiste. Et dans le rôle d'Anikino, nous aurons son frère cadet, Amitai Patti. Je vous passe un extrait tiré de l'enregistrement de Johann Sutherland. C'est la prière de Béatrice au premier acte. Il était très beau, je vous en passe un extrait. Voilà, magnifique artiste que Johann Sutherland dans cette air, la prière de Béatrice di Tenda au premier acte. Nous prolongeons dans le répertoire italien avec la reprise, donc je vais passer un peu plus vite avant d'aborder Lohengrin, la reprise d'une production qui a été donnée en 2015 pour la première fois à l'Opéra de Paris. C'est l'Adriana le Couvreur de Francesco Cilea dans la mise en scène de David, dans la mise en scène de David Mavicar. À l'Opéra Bastille, le 19 janvier 2024 à 10h30, c'est une œuvre qui dure 3h25, dont 2 entr'actes. Alors, Cilea, c'est un compositeur italien qui est sans doute passé à la postérité pour son chef-d'œuvre qui est Adriana le Couvreur. Il faut bien reconnaître que sinon, on ne connaît pas grand-chose de lui. Il a écrit aussi une arlésienne, mais sinon, c'est un compositeur en fait vériste qui est né en 1866 et qui est mort en 1950, qui est contemporain de Mascagni, qui a écrit donc Cavalleria Rusticana, de Leoncavallo, Payas. Donc c'est un compositeur qui appartient à l'esthétique vériste. Et donc il a écrit 5 opéras et son grand chef-d'œuvre est Adriana le Couvreur. Le livret de l'opéra est une adaptation d'une pièce écrite par Eugène Scribe et Ernest Le Gouvet, donc une pièce française créée en 1849 à la Comédie Française autour d'un personnage historique qui est le personnage d'Adrienne Le Couvreur, qui était donc une comédienne de la comédie, qui était une comédienne de la comédie française, qui a vécu notamment pendant la Régence, donc jusqu'à elle est morte en... Je crois qu'il y a quelques téléphones qui sont allumés. Est-ce que vous pourriez simplement couper le son? Et donc, du coup, Adrienne Le Couvreur, qui est un personnage historique, donc qui était une comédienne de la Comédie Française, qui est morte en 1730, et qui était notamment une très grande amie de Voltaire. Voltaire, notamment, a écrit une élégie à la mort une très belle élégie
à la mort d'Adrienne Lecouvreur. Donc, c'est un personnage historique. Et donc, le livret est une adaptation d'une pièce de théâtre d'Eugène Scribe et Ernest Legouvet. Adrienne Lecouvreur donc, a été créée en 1902 au Teatro Lirico de Milan avec, dans le rôle de Maurice de Saxe, qui est le rôle masculin principal, Caruso. Et l'œuvre a connu un triomphe qui ne s'est jamais démenti depuis. Adrienne Lecouvreur est une œuvre qui est régulièrement donnée sur les plus grandes scènes internationales. L'argument, je vais très vite parce que c'est un mélange de tragédie et de vaudeville, hein, dans l'esprit d'ailleurs de la pièce d'Eugène Scribe d'Ernest Legouvet, mais c'est une histoire d'amour malheureuse. Deux femmes, un homme, si je puis dire. Adrienne Lecouvreur est amoureuse de Maurice de Saxe, mais elle a une rivale en amour qui est la princesse de Bouillon. Et lorsque la princesse de Bouillon va découvrir que Maurice de Saxe ne l'aime pas elle, mais qu'il aime Adrienne Lecouvreur, elle va vouloir se venger. Et comment va-t-elle se venger? En empoisonnant Adrienne Lecouvreur. Comment l'empoisonne-t-elle? Un bouquet de violettes que Adrienne va respirer et le bouquet est empoisonné. Je vais très vite, mais voilà la trame principale d'Adrienne Lecouvreur. Alors, le librettisme et surtout donc les auteurs originels, c'est-à-dire Scribe et Ernest Legouvet, ont pris des libertés avec l'histoire, puisqu'il faut savoir que Adrienne Lecouvreur, la vraie, est morte d'une hémorragie cérébrale. Elle n'est pas morte empoisonnée. Mais je referme la parenthèse. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau musical? Eh bien, pour simplifier, d'abord, le livret est extrêmement habile, hein, et d'une très grande efficacité théâtrale et dramatique. C'est un livret spectaculaire, on pourrait qualifier, il y a un triptyque, spectacle, émotion, frisson. Voilà ce qu'on pourrait dire à propos d'Adrienne Lecouvreur. Donc, le livret est extrêmement habile et la partition de Cilea est enthousiasmante. Pourquoi est-elle enthousiasmante? Elle s'inscrit dans la continuité, on va dire, d'un Verdi, mais surtout d'un Puccini. On pense beaucoup à Puccini quand on écoute Adrienne Lecouvreur. Il y a ce mélange, notamment au niveau vocal, il y a ce mélange de conversation en musique que l'on trouve notamment chez Puccini dans la Bohème, très riche et très enlevé, et puis à côté de ça, des pages d'un lyrisme expansif, tout à fait admirable, qui provoque une émotion intense. Notamment les deux grands airs d'Adrienne sont absolument magnifique. Je me permettrai d'ailleurs de vous en passer un juste après le deuxième grand air, au moment où elle respire justement le parfum du bouquet de violettes. C'est vraiment un passage absolument admirable. Donc c'est une œuvre très facile d'écoute, très mélodieuse, je le répète, dans un esprit typiquement puccinien. Alors, la mise en scène de David McVicar, j'en ai déjà parlé de David McVicar, c'est lui qui mettra en scène le Médée. Bon, donc il y aura deux mises en scène de David McVicar la saison prochaine. Et ben, elle est au diapason de l'œuvre, enthousiasmante. C'est peut-être la mise en scène la plus élégante, la plus raffinée de toute la saison prochaine. C'est une production qui fonctionne extrêmement bien, qui a été créée de mémoire à Covent Garden en 2010, avec notamment Jonas Kaufmann et Angela Gheorghiu, qui a fait le tour du monde. Et David McVicar campe merveilleusement bien le climat, l'atmosphère du Paris artistique du XVIIIe siècle, de la Régence. Il n'y manque rien, aucun détail, tant au niveau des costumes que des décors. C'est vraiment une mise en scène absolument somptueuse pour, bien sûr, tout public. En plus, on a la chance d'avoir un excellent chef, c'est Jader Beniamini qui a dirigé en décembre dernier La Force du Destin. Et dans la distribution, vous avez une date sur laquelle il y aura la grande Netrebko, avec son mari à la ville, Youssif Eyvazov, qui vient de chanter un formidable Mandrico dans la reprise du Trouvert. Le reste de la distribution est à l'avenant, Ekaterina Semenchuk, Ambrogio Maristri. Voilà, que du lourd, si je puis dire, dans cette distribution d'Adrienne Lecouvreur. Je vous passe deux petits extraits, le trailer de la production, et je ne peux pas m'empêcher ensuite de vous passer ce deuxième air admirable d'Adrienne, chanté par Angela Gheorghiu. C'était lorsqu'elle est venue chanter en 2015 à l'Opéra de Paris.
Je voulais vous passer, mais je n'avais pas réalisé en fait que dans le trailer, c'est exactement ce que je voulais vous passer, ce grand air du dernier acte. Donc voilà, avec Angela Kyorgu, on voit Angela Kyorgu qui est magnifique dans ce rôle, qui est peut-être la plus belle interprète d'Adrienne Lecouvreur à l'heure actuelle. Pour terminer cette présentation, je me propose de vous parler de Lohengrin. Alors, nous passons au répertoire allemand. La saison prochaine, il y aura 2 œuvres du répertoire allemand. Lohengrin de Richard Wagner et la reprise du Salomé de Richard Strauss dans la mise en scène de Lydia Steiner. Alors, Lohengrin, nouvelle production. Alors, rappelons juste une chose, pourquoi une nouvelle production de Lohengrin ? Historiquement parlant, nous avions une production qui datait de 1996, signée Robert Carsen, qu'on avait donnée pour la dernière fois en 2007. Ensuite, nous avons donné en 2017 une production signée Klaus Guth. On avait notamment Jonas Kaufmann dans le rôle titre, mais seulement c'était une production qui venait de la Scala de Milan. Ça n'était pas une production Opéra de Paris. Et donc, Alexander Neff souhaitait proposer de nouveau une production conçue pour l'Opéra de Paris. C'est la raison pour laquelle nous proposons cette nouvelle production signée Kirill Serebrennikov. Elle sera le 14 octobre 2023 à 19h à l'Opéra Bastille. L'œuvre dure 4h20, dont 2 entr'actes. Alors, rappelons juste que Lohengrin est un des grands chefs-d'œuvre de Richard Wagner. Il a été créé en 1850. L'œuvre a été créée en 1850 à Weimar, sous la direction du grand Franz Liszt, qui a beaucoup soutenu Richard Wagner dans sa carrière. Et d'ailleurs, il était également le beau-père de Richard Wagner. Le livret de Lohengrin est donc, comme souvent chez Wagner, écrit par le compositeur. Et il s'est appuyé, il s'est inspiré de sources médiévale. Il s'est inspiré notamment de la guerre de la Wartburg de Théodore Lucas et d'autres sources qui sont des sources médiévales. Le sujet, je le rappelle en 2 mots, même si je pense que vous le connaissez tous, nous sommes au Xe siècle dans le duché de Brabant et Elsa de Brabant est accusée d'avoir fait tuer son frère Gottfried. Elle est accusée par qui ? Elle est accusée par Friedrich von Telramund et sa femme Ortrud, qui est une sorcière, qui est une magicienne. Pourquoi accuse-t-il Elsa ? Parce qu'ils veulent récupérer le pouvoir, hériter du pouvoir. Et Elsa veut prouver son innocence. Et pour ça, elle rêve qu'un héros intervienne pour elle, intercède pour elle. Et tout à coup, que va-t-il se passer ? Lohengrin apparaît sur un signe. Il va devenir le héros rêvé, si je puis dire, par Elsa. Il va défier en combat singulier Friedrich von Telramund, il va le vaincre et il va accepter d'épouser Elsa à une condition, c'est que jamais elle ne lui demande son identité, elle n'essaie de savoir qui il est. Or, au 2e acte, Ortrud et Friedrich von Telramund vont intriguer pour créer le doute dans l'esprit d'Elsa, à telle enseigne qu'au 3e acte, alors que les 2 tourtereaux viennent de se marier, Elsa pose à Lohengrin la question fatidique « Qui es-tu » Lohengrin est déçu et décide de repartir d'où il vient, non sans avoir décliné son identité. Je suis Lohengrin, le fils de Parsifal. Je vous passe les détails et non sans avoir aussi levé le sortilège qui pesait sur Gottfried, le frère d'Elsa, qui avait été transformé en cygne par Ortrud. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant dans Lohengrin, pourquoi c'est un grand chef-d'œuvre, Lohengrin ? C'est un grand chef-d'œuvre parce que, et pourtant, c'est une œuvre de transition. C'est une œuvre de transition entre, je dirais presque, la période italienne de Wagner et le futur drame lyrique de la maturité. Son inspiration est encore, il s'appuie encore sur la tradition de l'opéra fantastico-romantique à la Carl Maria von Weber, mais aussi la tradition de l'opéra romantique italien. Et donc, on retrouve encore dans Lohengrin, je dirais presque la section à numéros, même si Wagner essaie d'en atténuer les contours. Donc, on arrive à identifier quand même des airs, des ensembles, il y a un chœur, etc. Et puis surtout, le chant est extrêmement lyrique et dans la grande tradition, si je puis dire, du chant italien. C'est en ça d'ailleurs que l'œuvre est souvent appréciée
pourtant des gens qui sont sceptiques devant l'œuvre de Wagner, mais Lohengrin reste, au même titre que Tannhäuser et le vaisseau fantôme, une des œuvres les plus accessibles de son compositeur, parce qu'il est encore, si je puis dire, d'une sensibilité italienne. Pour autant, c'est une œuvre passionnante parce que déjà, Wagner introduit les ingrédients, je le dis, de son futur drame lyrique. Le grand, bien évidemment, prélude, admirable, mais aussi l'omniprésence de l'orchestre, l'importance considérable de l'orchestre qui devient un narrateur à part entière. La sophistication orchestrale est tout à fait remarquable. Elle est comme ça translucide, elle est comme éclairée de l'intérieur. Hein. On le dira également de Parsifal. Et puis également aussi l'utilisation très habile des motifs conducteurs, la parfaite unité qui existe entre le drame d'un côté et la musique de l'autre. En fait, Wagner, il le disait lui-même, il est d'abord et avant tout un dramaturge. Ce qu'il disait, c'est qu'il disait que ses orchestrations étaient toujours dépendante du poème que cette orchestration illustrait, que prise indépendamment, son orchestration ne valait rien, qu'elle ne devait être pensée que dans le lien étroit qui existe avec le poème. Et on le retrouve dans le Lohengrin, c'est-à-dire cette interpénétration des deux, cette complémentarité entre l'orchestre, qui est une forme de prolongement de la scène, qui est le prolongement en quelque sorte du livret. L'orchestration dit, ou la musique dit, ce que parfois les mots ne disent pas. Donc cette unité, Wagner tend vers cette unité dramatico-musicale. Il n'y parvient pas totalement, parce que je le répète, il reste encore un peu prisonnier des formes de l'opéra traditionnel, mais en même temps, il ouvre quand même la voie à ce qui sera le grand drame lyrique. Alors, comme c'est une œuvre qui intègre quand même des éléments séparés, où on les reconnaît, eh ben, il y a des passages que l'on parvient parfaitement à mémoriser. Bien sûr, le passage pour chœur qui salue l'arrivée de Lohengrin, on a cet merveilleux duo donc, du troisième acte entre Lohengrin et Elsa, bien sûr le grand air final de Lohengrin, et puis bien sûr aussi ce prélude auquel on pense, qui est une des plus belles, un des plus beaux passages instrumental de toute l'histoire de l'opéra. Voilà. Donc, il y a de grands moments comme ça, extrêmement enthousiasmants, d'une partition qui est une des plus belles partitions de Wagner. D'ailleurs, c'est le chef Gustavo Dudamel qui le dit lui-même. Il pense que Lohengrin est une des plus belles réussites de Richard Wagner. Donc, logiquement, c'est Dudamel qui dirige. Il se réserve, alors qu'on ne le voit pas souvent diriger à l'Opéra de Paris, c'est le moins qu'on puisse dire, notre directeur musical se réserve une pièce de choix qui est donc ce Lohengrin. Que va faire Kirill Serebrennikov? Alors, Kirill Serebrennikov, c'est un metteur en scène russe. Metteur en scène russe qui est en fait un opposant à Poutine. Il est un opposant à Poutine depuis des années. Il a des idées extrêmement progressiste, donc il a été repéré par le pouvoir, à telle enseigne qu'à un moment donné, il a été condamné pour détournement de fonds, assigné en résidence pendant 2 ans, puis condamné donc avec sursis à 3 ans de prison. Donc, dans un premier temps, il a vécu en résidence à Moscou, et puis finalement, quand il a pu partir, il a quitté Moscou et il s'est installé à Berlin. Donc, il a, d'une certaine façon, cette figure de dissident. Et c'est quelqu'un qui est très marqué par la guerre, qui travaille beaucoup autour de la thématique de la violence et de la guerre. On connaît déjà une de ses mises en scène, celle de Parsifal, qu'il a donnée à Vienne en 2021, et qui était passée sur Arte parce que le spectacle avait été donné sans public. C'est un Parsifal qu'il avait replacé dans un contexte carcéral. On avait Kaufmann dans le rôle de Lohengrin, et on avait le grand Ludovic Tézier dans le rôle d'Amfortas, c'était son premier Amfortas. Donc, c'est d'une certaine façon assez complémentaire que de commencer par Parsifal et de poursuivre par Lohengrin. Alors, que va faire Kirill Serebrennikov de ce que l'on sait de ses intentions dramaturgiques? Il va encore replacer Lohengrin dans un contexte de guerre. Alors, on est dans un contexte présent, un contexte futur, ce n'est pas très, très important, apocalyptique. Pour autant, on est dans un contexte de guerre. Et Serebrennikov va travailler autour de la thématique, d'une thématique spécifique, qui est le lien entre Elsa et son frère Gottfried. Ça, c'est sa thématique centrale. Qu'est devenu Gottfried? Or, Elsa, non seulement a dû supporter les affres de la guerre, a vécu un trauma lié à la guerre, mais en plus, elle a perdu son frère. Et donc, elle a un double trauma.
Et ce trauma a des conséquences, bien sûr. Elle a des conséquences sur son comportement. Et donc, le premier axe va tourner autour d'une psyché d'Elsa qui est totalement déréglée. Donc, elle va voir apparaître des ombres, des spectres. Voilà. Pour bien souligner, notre ami Serebrennikov veut bien souligner qu'Elsa a une psyché qui est légèrement, qu'elle a vécu un trauma et qu'elle est dans une psyché déréglée. Au deuxième acte, on est dans un contexte beaucoup plus réaliste avec un appartement. Elle est sous la tutelle d'Ortrud et de Friedrich von Telramund. Donc la première partie de l'acte se situe dans un appartement et la deuxième partie de l'acte se situe dans un hôpital avec un réfectoire, une salle pour polytraumatisés et également une morgue. Donc on est dans un contexte très lourd, très sombre autour de la violence et des traumas provoqués par la guerre. Alors, il va filer la thématique justement de la relation entre Elsa et son frère grâce à un film au deuxième acte qui durera à peu près 10 minutes où il racontera l'histoire d'Elsa et de son frère. Et également, il complétera sa scénographie par des vidéos, par des photos, par des dessins, etc., etc. Travailler sur la mémoire, travailler également sur l'imaginaire. Voilà globalement la philosophie de cette production. La distribution, c'est une distribution 5 étoiles, puisque nous avons la chance d'avoir le retour de Piotr Beczala, cet immense ténor polonais, qui est un des plus grands interprètes de Lohengrin, qu'il a chanté donc à Bayreuth en remplacement d'ailleurs de Roberto Alagna. Il a débuté dans le rôle à Dresde, dans une merveilleuse production avec Anna Netrebko. Je vous en passerai un extrait. D'ailleurs, c'est un des plus grands interprètes de Lohengrin. Et nous aurons la chance d'avoir dans le rôle d'Ortrud, Nina Stemme. Nina Stemme qui vient de débuter dans le rôle à Vienne. Il y a quelque temps, d'ailleurs, elle a eu un titre honorifique qui lui a été donné par l'Opéra de Vienne pour tout simplement tout ce qu'elle a fait pour le répertoire allemand et plus particulièrement pour le répertoire wagnérien. Donc, elle vient de triompher récemment dans le rôle d'Ortrud qu'elle reprendra donc la saison prochaine à l'Opéra de Paris. Dans le rôle d'Elsa, nous aurons Johanny van Oostrum, qui est une soprane sud-africaine qui connaît bien le rôle d'Elsa, qu'elle a chanté en décembre dernier à Munich. Elle y a également triomphé. Donc, elle connaît le rôle d'Elsa. Le reste de la distribution, Wolfgang Koch est un très grand baryton et chantera Telramund. Et Heinrich der Wolger, ce sera Kon Chung-yoon, qu'on connaît bien, qui est cette grande basse coréenne. Donc, distribution 5 étoiles pour ce Lohengrin de Richard Wagner. Je vous passe, et j'en termine par là, un extrait de la production de Dresde de 2016, le grand air de Lohengrin du 3e acte. Alors, je vous en passe un petit extrait parce que le temps passe, je vous passe la fin de l'ère. Doch ist das grelles Siegen, enthüllt muss des Laienauge fliehen. Des Ritters Drum soll Zweifel ihr nicht hegen, erkennt ihn. Dann muss ihr
seine Krone. Ein Ritter ich bin ein Lohengrin gelangt. Voilà, magnifique Piotr Bekchala dans le grand air de Lohengrin du troisième acte. J'aurais été complet en vous disant, un petit supplément, que dans le cadre de cette programmation lyrique de la saison prochaine, il y a deux œuvres dont je n'ai pas parlé. On aura une reprise de l'affaire Macropoulos de Leos Janáček, dans la mise en scène très hollywoodienne de Krzysztof Walikowski. Et nous aurons une seconde entrée au répertoire avec Beatrice Tenda, qui est le The Exterminating Angel du grand compositeur syro-anglais Thomas Hadès, d'après, puisque le livret est une adaptation du scénario de Louise Buñuel de son film de 1962, L'Ange exterminateur. Voilà, si vous avez des questions sur les spectacles que je vous ai présentés, je suis à votre disposition. Merci Bruno pour cette présentation extrêmement énergique comme d'habitude, intéressante et passionnante, qui nous donne envie d'être déjà au mois d'octobre. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez des questions les uns ou les autres sur ce qui a été présenté ou sur d'autres œuvres? Non. Bon, écoutez, ceux qui ont déjà des billets, j'espère que ça vous a donné envie de les garder. Et ceux qui n'ont pas encore, il reste encore quelques places. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça sera avec grand plaisir qu'on vous verra dans notre club d'abonnés. Donc merci encore Bruno. On va vous entendre une dernière fois cette année pour Roméo et Juliette, oui, notre prochain spectacle de la saison. Et donc pour l'année prochaine, donc on va voir cette merveille de répertoire français, continuer le répertoire français. Et puis du répertoire italien et terminer par effectivement cette merveilleuse œuvre de Wagner. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à vous. À bientôt. Bonne soirée à vous. Au revoir.